Même ça, il le fait pas bien. Ta gueule. Bonjour, bienvenue dans le numéro 22 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Renaud, Bonjour. Laurent, Bonjour. Bruno, Bonjour. Daniel Bouteiller. Bonjour. Et nous avons deux invités exceptionnels, Monsieur Christophe Cossins, Bonjour. d'Ecstasy of Films, et Monsieur Jérôme Potier. Bonjour. Alors, Monsieur Potier, présentez-vous. Que faites-vous dans la vie déjà? D'abord, avant de me présenter, je suis venu vers vous avec quand même un petit présent parce que, à force d'écouter votre émission, d'échanger avec vous, vous m'avez fait découvrir une actrice dont je ne soupçonnais pas les talents, et en particulier Renaud. Donc j'offre ce petit cadeau à Renaud. Voilà. Ça, Voilà. c'est inattendu, ça. C'est... Je vais avoir un drame familial. Qu'est-ce que c'est? Je sens que Madame Burgin va apprécier. Ah oui. Ah, je pensais pour Damien. Il comprendra. Bah, merci beaucoup, hein, Jérôme. Eh ben, C'est vraiment écoute. très gentil, je suis ému. Mais pourquoi il y a une histoire se cachée ou... Ah bah c'est Renaud qui vous l'expliquera. Ah là, Voilà. on peut savoir Renaud ou c'est Non, trop mais personnel? j'aime beaucoup Mimi Mati. Ah d'accord. Comme tout le monde. C'est bien. Non, c'est pas bien. comme tout le monde. Pour lancer l'émission, c'était parfait. C'est ce qu'il fallait. Bah oui. Je voulais mettre une certaine ambiance. Alors Jérôme, alors en fait, si vous êtes invité, c'est pour le lancement d'un magazine Faut le tutoyer, hein. semestriel, donc qui paraîtra tous les deux fois par an, Tous les 6 mois. tous les 6 Logiquement. mois, ouais, 2 fois par an quoi. Et qui s'appelle donc Prime Cut. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Bon, Prime Cut. Donc, Prime Cut qui vient de débuter sa campagne de financement sur Kiss Kiss Bank Bank. Au moment où on enregistre, ça fait une grosse semaine. Ça a débuté le 9 juin. 100% déjà. Voilà, ouais, c'est bien parti. On est plutôt content. Qui est donc, qui va être une nouvelle revue de cinéma, dont je suis directeur de rédaction et rédac-chef avec d'autres loustiques, à savoir Emmanuel Legagne et Thomas Roland. Voilà. Ah, Thomas Roland qu'on salue. Le fameux Thomas Roland, voilà, Salut qui Thomas. de temps en temps vient traîner Thomas. ses guêtres dans l'émission, voilà. Et donc ouais, Prime Cut, voilà, c'est un apéro Skype qui a mal tourné, quoi. C'était pendant le premier confinement, on s'embêtait, et comme Thomas, ça fait des années qu'il nous parlait d'écrire un bouquin sur les cinéastes mal aimés. Et puis comme Manu, ça faisait des années qu'il me disait, ce serait bien de lancer une revue de cinéma. Je leur ai dit, les copains, ce serait bien de lancer une revue de cinéma sur les cinéastes mal aimés, puisqu'en fin de compte, il n'y a aucune revue qui fait ça. Puis c'est parti comme ça, et puis là, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, on a réuni une belle équipe, et on a décidé de consacrer le premier numéro à un cinéaste particulièrement aimé des gauchistes, puisqu'il s'agit de Michael Winner, voilà, qui est un cinéaste qui crée la polémique, mais qui surtout est un cinéaste... qu'on a trouvé, nous, voilà, un peu déconsidéré, parce que justement, on ne connaît de lui que ses films réactionnaires et très très limites, bien sûr, comme en particulier Les Justiciers dans la ville. Et en fait, il a toute une flopée d'autres films, une première partie de carrière en Angleterre, très nouvelle vague. Après, il va faire des films beaucoup plus, comment dire, personnels, en particulier. On va pas détailler là, mais enfin, bon, en tout cas, je pense qu'on rentrera dans le détail plus tard, mais en tout cas, Winner, c'est une filmographie beaucoup plus riche que ces 3 justiciers dans la ville. Il y a des films comme, je sais pas, La Sentinelle des Maudits, il y a l'affiche qui traîne là, qui est un grand film d'horreur. Pendant les années 70, il va quasiment faire que des chefs-d'œuvre, en particulier Le Flingueur, par exemple. Enfin, il y a toute une partie de sa carrière qui est très intéressante, et sa première partie en Angleterre, avec West Eleven, sorti il n'y a pas longtemps dans la collection Make My Day de chez Jean-Baptiste Auré.
Donc on voulait éclairer un peu toutes ces facettes de sa filmo, et puis avec des interviews, tout ça, mais bon, je vous en dirai plus après. Que j'ai vu à sa sortie au cinéma. De Michael Winner. Ouais. À lequel? Le Justicier. Non. Non. La Bah non, Sentinelle des c'était Maudits. en 1980, j'avais 10 ans. 1980. En 1980. Euh, on est pourtant dans la Sentinelle des Maudits, logiquement. Rendez-vous avec la mort. Agatha Christie. Adaptation, oui. le dernier Ah, avec oui, Peter euh, Ustinov. Ah ouais, c'est Avec vrai. Peter Ustinov. L'une des. Avec aussi Carrie Fisher, voilà, qui prend la princesse Leia. Pour une fois qu'on la voit dans autre chose qu'un Star Wars, voilà. Qui est une adaptation sympathique, d'Agatha Alors, Christie. Voilà. Sympathique, oui, mais moins bonne que Meurtre sur le Nil ou Mort au soleil. Voilà, pour moi, le Ciné des Lumettes, c'est le meilleur, dans les Oui. adaptations. Là, voilà. oui, mais là, je parlais avec Peter Ustinov. mais bon, sinon, c'est pas. Bon, après, c'est pas la meilleure période de Winner à arriver les années 80. C'est vraiment les années 60 et 70 qui sont vraiment exceptionnelles. Les collines de la terreur, les collines de la terreur, qui est aussi 72. pour moi un chef-d'œuvre. Grand film. Ouais. C'est sa première collaboration avec Charles Bronson. Ils ont tourné 6 films ensemble. Exact. Ouais, ils ont pas mal travaillé. Il a beaucoup travaillé avec Bronson. Il a aussi beaucoup travaillé avec Oliver Reed. Ils ont tourné un paquet de films ensemble. Bruno, aussi, tu parles de quel film Ça s'appelle Le Système, qui n'est pas sorti. Le Système. The System. The System. J'ai oublié le titre français, mais c'était sorti au cinéma, mais c'est jamais ressorti. Tu l'as vu? Alors je crois que le titre français doit être Dans les mailles du filet, je crois. Oui, c'est ça, ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est ça. Ouais. C'est Dans les mailles du filet. Ouais, effectivement, ce sont des films vachement C'est la intéressants. période comme West Eleven, c'est typiquement anglais, et c'est Oliver Reed est excellent. Et sinon, le titre de la revue, il vous est venu couvent. Moi, j'ai découvert Prime Cut justement cette année. Et c'est vrai que c'est un grand film méconnu. Je suppose que c'est référence aux réalisateurs aussi, qui sont des personnes qui ont fait des grands films, mais qui sont méconnus du grand public. Je pense que vous avez voulu faire le lien entre les deux. Alors c'est tout à fait l'idée. C'est-à-dire que Prime Cut, le titre français c'est Carnage. Carnage. C'est un film de Michael Ritchie qui est disponible chez Carlotta Film d'ailleurs. Avec Lee Marvin. Avec Lee Marvin, Sissi Spacek. Très bon film. Vraiment, excellent film. Et un film vraiment méconnu. Et voilà, et Michael... Alors, il y a toute une histoire autour du titre de Prime Cut. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un autre titre. Et puis, on s'est aperçu que ce titre... j'étais tout simplement... pas vous raconter ma vie. Enfin, j'étais en vacances, je me balade. Je me balade et je tombe sur une librairie et il y avait un bouquin qui avait le même nom une revue qui avait le même nom qu'un MOOC qui avait le même nom que notre revue. Je fais merde, c'est pas vrai, ça fait des mois qu'on est sur un titre, un super titre en plus. Et ça avait rien à voir, c'était une revue d'économie et tout, mais bon, je fais c'est mort. S'il y a deux revues avec le même titre, ça c'est pas possible. Donc on a réfléchi de nouveau à un titre. Et c'est vrai que je me suis dit que Prime Cut, ça symbolisait pas mal de choses parce que Michael Ritchie, c'est un cinéaste qui débute par des films comme ça. Et Voté McKay aussi qui était vachement bien. Il débute par toute une série de films. On dit de lui que ça va être dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, enfin ce que Peter Biskind a appelé le nouvel Hollywood a posteriori. Et tout de suite, on dit de lui que c'est un futur grand cinéaste, un auteur passionnant, très politique, et en même temps qui fait du cinéma de genre de manière intelligente. Et puis très vite, il va être attiré par les sirènes d'Hollywood. Et puis il va se mettre à faire des films moins intéressants. L'un de ses plus mauvais, sans doute Golden Child, l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, voilà. Et il va être complètement oublié. Et en fait, effectivement, la carrière de ce cinéaste, où il a adapté Peter Benchley aussi dans un film avec Michael Caine, dont le titre ne veut pas me revenir là tout de suite, mais je suis sûr que vous voyez très bien le film dont je veux parler. Comment ? L'île sanglante, c'est ça, voilà. Que j'aime beaucoup. Oui, qui est assez chouette, c'est série B complètement bordélique, voilà. Et c'est vrai que c'est un cinéaste qui va passer de futures grandes stars qui va être voué aux gémonies, quoi. Voilà. Donc et on s'est dit que ça correspondait bien au type de cinéaste dont on veut parler, sachant que Prime Cut parlera alors à la fois des cinéastes mal aimés. Je crois vraiment que Michael Winner, c'est un cinéaste mal aimé, parce que si aujourd'hui il connaît une reconnaissance, je fais une répétition, mais bon, il a une reconnaissance par rapport aux éditions vidéo qui sortent et tout. Bon, on voit même que dans les bonus de ces éditions vidéo, les intervenants disent en fait, on a revu le film pour le bonus, en fait, c'est pas mal parce que quand c'est sorti, on n'aimait vraiment pas.
Voilà. Et c'est un cinéaste qui a vraiment été... Les justiciers dans la ville ont dû justement contribuer à cette mauvaise réputation. Ah, puis son caractère aussi. C'est-à-dire que c'était un personnage. Nous, on a travaillé, on a beaucoup été chercher des archives, on a récupéré des coupures de presse. C'est très très dur de trouver par exemple des entretiens avec Michael Winner parce qu'il donne des entretiens, mais il fait toujours dans la provoque. Il est toujours dans le bon mot, mais il parle jamais de ses films, il parle jamais de cinéma en fait. Il est toujours dans l'anecdote, il est toujours voilà, et il est sans cesse dans la provocation. Et surtout, ce qui a fait que Michael Winner était détesté, c'était qu'il était membre du Parti conservateur, du parti de Margaret Thatcher. Je ne sais pas s'il était par opportunisme pour que ses films passent les fourches codines de la censure, parce que la censure en Grande-Bretagne était très très balèze, quoi. Tout le monde connaît les vidéos nasties. Ils interdisaient des films qui étaient quand même pas si violents que ça. Et lui, tous ces films passaient, alors que ces films sont quand même pas piqués des verres au niveau violence. Voilà. Et c'est vrai qu'en travaillant tout ça et en lisant beaucoup des écrits sur Winner et de Winner, on a pu se rendre compte qu'il était quand même pas mal réac, effectivement macho, limite misogyne, voire bien misogyne, et bien réac surtout en matière régalienne. Voilà. Et par contre, c'est là où tout est complexe, parce qu'il est paradoxal comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il était très tôt pour le mariage homosexuel, très tôt pour l'adoption par les couples homosexuels, et il était également pour l'euthanasie. Et il était également donc antiraciste, puisque dans les restaurants interdits aux Noirs aux États-Unis, il invitait des amis noirs à lui, puis il foutait le bordel dans le restaurant exprès, parce que c'était aussi c'était un amateur de bonne chère. Il a fini critique gastronomique d'ailleurs. Quand il en a eu marre, et c'est un critique gastronomique parmi les plus connus en Grande-Bretagne, qui a eu son émission, il a une vie hors norme, c'est un personnage hors norme. Mais quand on revoit ses films, et en particulier toute sa première partie de carrière, qui est vraiment passionnante, aussi bien d'un point de vue formel, parce que d'un point de vue formel, c'est un cinéaste qui invente quasiment le vidéoclip avant l'heure, quoi. Voilà. Donc il va faire des plans en mouvement avec des raccords dans le mouvement, en y intégrant des dialogues, des choses qui se pratiquaient pas du tout dans les années 60. Voilà. Il va aussi traiter de thématiques d'une manière très originale. Par exemple, il va faire beaucoup de films sur le Swinging London, mais contrairement à tous les autres films de son époque, les films sont pas joyeux. Les films ont un regard assez désespéré sur la jeunesse. Et il y a un film qui est vraiment très très intéressant, qui était sorti chez Bagfilm, si je ne m'abuse, même si la copie était désynchro malheureusement. C'était Qu'arrivera-t-il après, avec Oliver Reed, qui est un publiciste et qui rejette ce monde de la publicité, qui veut retourner à ses premières amours, qui est la presse de gauche, très très à gauche, et il retourne bosser dans ce milieu-là. Et il finit par revenir à la pub contraint et forcé, et il décide de faire une pub hyper provocatrice dans laquelle il dénonce les excès du capitalisme. Et en fait, sa pub est vraiment hyper provocatrice. Elle va jusqu'à mettre en image l'Holocauste et des images des camps de la mort. Et puis, il se produit tout le contraire de ce qu'il attendait. Et en fait, il est applaudi pour sa pub et il reçoit un prix. Et ça, c'est vraiment à l'image du cynisme de Michael Winner. Et on lui a aussi beaucoup reproché à Winner son cynisme, qui est quelque chose de très présent dans son cinéma. Et c'est vrai que ces héros, souvent, ces héros entre guillemets, ont des destinées assez sombres. D'accord. Mais là, est-ce que la revue sera entièrement consacrée à Michael Winner ou il y aura d'autres articles ? Non, voilà. La revue sera... Alors, le principe de la revue, c'est d'avoir une grande partie de la revue qui est consacrée donc, à un réalisateur mal aimé, ou alors à une partie de sa filmographie mal aimée. Par exemple, on pourrait voir dans les prochains numéros... un numéro Brian De Palma avec ses 20 dernières années de carrière, par exemple. Un truc comme ça, voilà. Pareil pour Dario Argento, c'est-à-dire on va pas prendre les films dont tout le monde cause, on va prendre les films que personne n'aime, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Alors déjà, il y a effectivement déjà, pour nourrir le dossier, il y a des interviews. Là, on a été rencontrer quelques personnes qui défendaient Winner, qui étaient parmi les seuls, donc Samuel Blumenfeld, par exemple, Jean-Baptiste Aurey. Mais il y a aussi une rubrique sur les documentaires. On a été rencontrer Jérôme Ouimont, d'ailleurs, à ce sujet, pour un documentaire sur Charles Bronson. Il y a une rubrique qui s'appelle Horizon lointain, dans lequel on parle de cinémas qui ne sont pas des cinémas occidentaux, d'Occident. Et là, on va parler de cinéma libanais. Il y a les chroniques DVD, il y a les chroniques sorties de BO. On tenait à tout prix à parler de BO. Et d'ailleurs, on a Thierry Jousse qui présente Ciné Tempo sur France Musique, qui s'occupe de la partie BO, et là, qui nous fait un chouette article sur les liens entre Jerry Fielding et Michael Winner. Voilà. Et non, on a plein de rubriques. Il y aura une tribune libre aussi. J'essaye de rien oublier. Il y aura pas mal de choses. Il y a une vingtaine de rédacteurs. Il y a
Enfin, voilà, vraiment. Ouais, il y a Olivier Père aussi en interview, voilà. Et puis dans les rédacteurs, on a plein de gens. Enfin, j'ai la liste avec moi, mais voilà, on a toute une série de grands spécialistes. Mais bon, voilà, j'aimerais bien tous les citer, mais l'émission est trop courte, je pense. Mais en tout cas, on est bien content d'avoir tout ce petit monde-là dans la revue. Ça sort en début septembre. Ça sortira plutôt mi-septembre, mais oui, ça sortira en septembre. Ça dépendra de monsieur Christophe Cossens. Non, parce que vous êtes en fait celui qui... Septembre de quelle année? Celui qui va concrétiser. On se croirait dans un winner, il sort les cartouches. Ouais, il va sortir avec le réanimateur en collector en fait. Ouais. Non, sérieusement, Christophe? Mi-septembre de cette année. Ouais. Et on pourra le trouver où concrètement? Alors, donc ici, chez Metaluna déjà. Mais est-ce qu'il y aura d'autres points de vente? Alors, il y aura une diffusion, c'est encore en discussion du coup avec Jérôme, mais moi dans un mode de distribution je souhaiterais plus partir comme je distribue mes DVD, c'est-à-dire faire vraiment confiance à quelques boutiques qui connaissent le sujet, quoi, comme ici Metaluna avec Bruno, plutôt que d'arroser peut-être de trop et d'avoir des personnes qui connaissent pas Winner et qui vont se retrouver quand on va leur poser mais vous Winner c'est quoi, ouais mais Winner c'est un gros facho, pas dire que ça, quoi. C'est-à-dire que la revue donne quand même des clés, donne des choses pour comprendre en fait le cinéma de Winner. Voilà, les interviews sont là aussi pour ça. Bon, c'est vrai qu'après on en parle avec Jérôme, Thomas et Manu qui souhaiteraient peut-être une plus grosse diffusion un peu partout, de passer par un gros distributeur. Mais disons que après, par expérience avec Extasia Film, c'est vrai que j'aimerais bien continuer à garder... Voilà, peut-être diffuser un petit peu plus, mais du moins garder quand même des boutiques qui connaissent le projet. Peut-être après par la suite, parce qu'on continuera après avec d'autres réalisateurs, le second réalisateur français, puisque ça sera Yves Boissé. Ah oui, ça va être intéressant ça. Donc voilà, peut-être que pour le coup, ça serait bien de diffuser plus largement et puis de trouver aussi en Belgique, en Suisse, des moyens de diffusion, mais c'est vrai que la revue sera pour mi-septembre. Après, là, bon, on a une grosse... actualité. Une grosse actualité. Et puis, il y a une interview qu'on est en cours d'avoir. Ça, Jérôme pourra... Ça, on va pas en parler. Enfin, la diffusion est prévue pour quand? Voilà. Pour bientôt, très bientôt. Très bientôt, donc... Non, mais bon, parce qu'on doit l'annoncer selon les paliers qu'on franchit. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est vrai on devrait avoir une grosse interview qui sera importante dans le cadre du crowdfunding qu'on fait là en ce moment sur Kiss Kiss Bang Bang. Qui sera sur la revue. Qui sera publié dans la revue. Voilà. Publié dans la revue, et c'est vrai que... Pour le mi-septembre, alors, c'est peut-être pas sûr. Alors, si, si, parce que en fait, la maquette est complètement faite. C'est fait. Voilà. Donc la maquette est complètement faite. Là, il y a plus de 170 pages qui sont maquettées. Donc du coup, voilà. Après, c'est plus qu'il y aura derrière de la traduction, tout ça. Mais pour cette interview-là, un peu comme les éditions, pour moi, pour l'édition ou pour les bouquins, c'est des choses qui restent. Quoi. Si c'est fait pour être fait à la va-vite, tout ça, parce que je suis pas à 10 jours, 15 jours près, pour moi, ça m'intéresse pas, quoi. Bon, disons que pour les éditions, voilà, là, c'est parti, ça va être la gaudriole. Mais disons que, pour moi, si j'ai une interview ou quelque chose qui a du fond et de la forme, je préfère perdre 10-15 jours, l'avoir dedans, c'est fait pour rester, c'est fait... c'est le but aussi d'un MOOC, contrairement à une revue, un magazine lambda... c'est que c'est fait normalement pour être gardé. Il y a pas mal de pages. Ouais, là on en est à 180. Donc, en fonction des paliers, il y aura plus ou moins de pages. Il y aura plus de pages, on refera des articles, on refait tout ça. Mais puis c'est un autre. Voilà, il a fallu pour Extasia Film. J'ai l'habitude de la vidéo, tout ça. Mais là, je me suis retrouvé à taper aux portes des confrères comme Elephant. Elephant qui est notre gros partenaire pour le coup sur Kiss Kiss Bang Bang et pour la revue, c'est-à-dire que là, moi en tant qu'Extasia Film, c'est moi qui démarche un peu les éditeurs comme Elephant qui nous suit sur le Kiss Kiss Bang Bang et qui nous donne où il y a des dotations pour les abonnements et tout, et puis il y a d'autres éditeurs comme SC qui nous laisse Scorpio, on a
BQHL justement pour Rendez-vous avec la mort. Et Wallside pour Le Flingueur, justement, qui est une magnifique édition. Puis c'est là où on a découvert le boulot, le livret de Samuel Blumfeld, et c'est là où on a un petit peu eu l'idée de voir avec lui s'il souhaitait faire une interview. Donc c'est vrai que tout ça, ça crée que je reste dans la continuité du travail d'Ecstasy of Film, c'est-à-dire de toujours... de partager et de faire découvrir le patrimoine, quoi, d'être passeur de mémoire, et c'était important parce que voilà, en fait Jérôme et l'équipe Jérôme, Thomas et Manu sont arrivés au bon moment, parce que moi ça faisait des années que je souhaitais faire un fanzine, donc quand ils sont venus me voir avec cette idée-là, et je sais qu'ils ont démarché d'autres éditeurs et tout, pour moi j'étais assez content, parce que je continue avec des Lado, des Baiano, des Pupi Avati, où on n'avait pas spécialement en France d'édition, c'est-à-dire que je continue à faire découvrir d'une autre manière, et puis surtout de décloisonner les cloisons, c'est ça ? Là on parle de Giallo, en sachant qu'en parallèle, normalement il y a un livre qui se prépare aussi. Oui, là, qui devrait pour sortir le coup, chez Ecstasy, et qui sera écrit par Monsieur Potier. C'est bien ça. Il est là. Alors il en est où le projet exactement ? Bon, c'est plus un projet. Enfin, le livre, c'est un livre qui a... Bon, je voulais juste faire une petite précision sur Prime Cut. De toute façon, c'est pas un fanzine, c'est une revue. Christophe voulait faire un fanzine, mais c'est une vraie revue. Mais c'est pour ça que j'ai dit avant, c'est un bel objet. C'est plus un mock. Oh là, quel tirage, on fera déjà en fonction du nombre d'abonnés, tout ça, mais disons qu'il y aura ça dépend si elle est bonne cheminée ou pas. Il y aura plusieurs milliers d'exemplaires, mais pas plusieurs dizaines de milliers, quoi. Voilà, on va être raisonnable. 3000 exemplaires. Le crowdfunding est plutôt bien avancé. En une semaine, vous avez fait quasiment les 100%. Donc c'est pour ça qu'on peut encore inciter à... Oui, bien sûr. De toute façon, si jamais on franchit des paliers, là, comme disait Christophe, on est en train de négocier une interview qui est une interview inédite, qui est ça c'est la surprise. On l'annoncera quand les paliers seront franchis, voilà. Mais voilà, il y a que du plus à avoir effectivement. Puis il y aura des nouvelles contreparties, tout ça. Voilà. Mais oui, pour en revenir au bouquin sur le Giallo, oui, il y a un petit moment qu'il est écrit. En fait, ce bouquin, il a aussi un peu joué de malchance. C'est-à-dire qu'il était prévu chez un autre éditeur, et puis il se trouve que l'autre éditeur a fermé la boutique. Donc du coup, il est pas. Quand mon ami Christophe a su ça, il m'a dit oh là, va voir personne d'autre. C'est moi qui te le prends. Voilà. Donc que ne m'avait-il dit là ? Voilà. Parce que c'était un moment quand même. Donc, alors le premier volume, il est prêt depuis un vrai moment, mais du coup, comme il y a eu le Covid, on devait le sortir au moment du Covid, la première. Enfin, normalement, on devait le sortir en décembre 2019. Et puis, comme il y a eu du retard dans ces éditions et tout, du coup, on a dit on va décaler un petit peu. Et puis, au moment de décaler, arrive ce Covid là de brin. Donc, du coup, comme c'était le Covid, j'en ai profité pour refaire des interviews. Par exemple, je suis allé voir Aldo Lado, Ernesto Gastaldi, des gens comme ça. Donc du coup, je me suis dit que ça allait épaissir encore le premier volume. Donc j'ai recommencé à retravailler dessus. Donc là, au lieu d'attaquer le deuxième volume, j'ai épaissi à nouveau le premier volume. Donc normalement, là, je vais là, courant juillet, profiter de mes congés pour essayer de boucler un peu ce premier volume, et puis travailler avec le graphiste pour essayer de boucler un peu la maquette. Et normalement, donc si tout se passe bien, il devrait sortir en fin d'année. En fin d'année, on va essayer. Comme on va sortir Prime Cut à 10-15 mois après. Comme on va sortir Prime Cut mi-septembre, on va pas. Et puis il y a pas mal de films qui vont sortir aussi en septembre chez Ecstasy, mais ça il en parlera après, je pense. Mais donc du coup, on va pas assommer trop les clients. Mais le livre sera constitué donc d'une. Combien de volumes finalement ? 2 voire 3. Voilà. Ça dépendra après de la maquette, de la place que ça va prendre et tout, et puis si j'arrive à avoir de nouvelles interviews. Parce que là, je suis en train d'essayer de négocier d'autres interviews, tout ça. C'est pas très simple, on a été un peu handicapés aussi pour se déplacer ces derniers mois. Mais il y a des choses qui se font là, qui se débloquent. Le livre sera constitué d'une... il y aura une filmo détaillée qui démarre donc au début des années 60. Et puis il y aura toute une première partie du livre sur le giallo en littérature. Alors, la collection Mondadori, mais les autres. Il y aura une partie sur les romans photos aussi. Il y aura toute une partie sur, évidemment, chaque film, des interviews, des rencontres. Alors, réparties sur les volumes, on aura en interview Dario Argento, Sergio Martino, enfin,
voilà, il y aura tout Aldo Lado, donc voilà, il y aura toutes les pointures. Il y aura aussi bien sûr tous les réalisateurs français qui ont tâtonné, qui ont œuvré dans le giallo. On a aussi été voir des critiques de cinéma et puis des réalisateurs, des concepteurs d'effets spéciaux qui aiment le giallo pour leur poser des petites questions sur le giallo. Enfin voilà, le livre sera agrémenté comme ça d'entretiens et de thématiques. Et ce sera plus un livre à un caractère, comme disaient nos amis de la télévision, à caractère informatif. Voilà, ce ne sera pas un énorme livre d'analyse, quoi. Il y aura de l'analyse quand c'est justifié, mais il y aura, mais pour moi, voilà, enfin, je surinterprète pas, c'est-à-dire quand je suis en face d'un bon petit giallo bien carré, je vais pas faire de la branlette intellectuelle dessus pour dire les choses, voilà. Par contre, quand je suis devant du Argento, effectivement, il y a plein de choses à dire. Parce que là, alors par contre, ce qui est compliqué quand on écrit sur Argento, c'est qu'il y en a plein d'autres qui ont écrit sur Argento, donc il faut trouver des angles pour aborder le cinéma d'Argento. Bon, bah, vous me direz si j'ai réussi ou pas quand il sera sorti, voilà. S'il sort en 2021, voilà. Mais oui. Non, mais après c'est vrai que le problème du Covid, j'ai aussi, il y a beaucoup de choses aussi, on s'est posé la question, c'est même au niveau des envois et tout. En fait, c'est moi qui ai embêté aussi Jérôme c'est-à-dire que le premier volume était déjà pratiquement écrit et je lui ai demandé de faire 2 volumes à partir du premier, sachant que les volumes de 430, 450 pages, voilà, on ne savait pas où on allait avec le Covid. Si voilà, des boutiques comme Metaluna où on vient, on dépose et tout, on ne sait pas comment faire aussi. Après, les modes de distribution, pour vendre encore, moi je vends du DVD, tu l'envoies, mais des bouquins de 450 pages, comment envoyer ça là, par la poste. Oui, non, mais bon, après, c'est-à-dire que le bouquin, il est à 50. Si le bouquin est à 50 à la base, il passe à 70. Voilà, tout de c'est suite, ça. quoi, donc, c'est que le problème, c'est qu'on réfléchit à tout, et puis Prime Cut est venu, l'air de rien, se greffer, et on l'a commencé aussi, et ça prend du temps, plus ces autres éditions, donc au bout d'un moment, voilà, quoi, faut réussir à tout sortir un petit peu en même temps, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions sur des films aussi avec Jérôme, où on a, voilà, sur des thématiques, sur des choses, parce que je souhaitais pas faire qu'un livre, et puis de rajouter les interviews, c'est pareil, les interviews, disons que quand on est en live, comme là, on discute, tout va bien, mais quand on fait des interviews par écrit, qu'on envoie, des fois, on nous retourne l'interview, et c'est pas tout à fait ce qu'on attend aussi de l'interview, et si c'est pour avoir 2 lignes, comme on parlait, hein, de ce qui est publiable, pas publiable, si on a une interview qui est impubliable parce qu'il y a 2 lignes où on nous dit allez voir dans tel livre ou allez voir par là, vendre ça, c'est pas possible. Donc après, d'un point de vue éditorial, ou même on en parle souvent avec Jérôme, c'est que encore une fois, c'est à l'image d'Ecstasy of Film de son directeur un peu relou, c'est que du coup je préfère prendre du temps et du coup que ça soit un bel objet, qu'on soit content, parce que interview ça prend du temps, les thématiques ça prend du temps, Jérôme aussi, film par film, et puis il y a des films où à l'époque où il a commencé qui n'étaient pas dispo, et c'est pareil, du coup t'as un film qui arrive à nouveau, et il faut le revoir, il faut le réintégrer dedans, et il faut rechanger la maquette, et il faut en reparler, quoi. Bref, c'est à la différence, le bouquin sur le giallo, c'est quand même un bouquin qui est attendu en France, on sait très bien, et il y en aura d'autres, et voilà, mais disons que c'est différent, c'est un travail, puis on échange beaucoup, et disons que Prime Cut a été un gros boulot qui a pris aussi du temps par rapport au bouquin sur le giallo, et c'est des choses où faut réussir à placer en fait tous les... Donc mi-septembre jusqu'à fin décembre, voilà, il y aura peut-être... Pas mal de sorties, mais ce que tu n'expliques pas, quand même, ce que tu as commencé à expliquer, c'est qu'il m'a demandé de scinder en 2 un gros volume, puis après, à force de discussion, je lui ai dit, s'il y a un volume qui est déséquilibré, voilà, il m'a dit non, on va refaire un autre gros volume, alors là, je suis reparti. C'est vrai que du coup, le Covid... Il m'a pas épargné, quoi, en fait. Le Covid, on ressort de ça, et du coup, là, on se dit, à nouveau, et puis quand Jérôme, l'auteur, te dit, écoute, moi, je le sens moyen, finalement, ce que tu me demandes... Comme je dis, c'est des discussions avec l'auteur, et puis moi je discute beaucoup avec les auteurs, je sais pas après si d'autres éditeurs font la même chose, ou s'ils prennent le truc et qu'ils te le balancent et qu'ils disent non, basta, ça sera comme ça. Quoi, la différence, comme pour Prime Cut,
Voilà, il y a beaucoup d'échanges, c'est le but, c'est une passion. Il y a des films où Jérôme n'était pas tout à fait d'accord, on a discuté beaucoup, j'ai dit si, faut le réintégrer. D'autres où il m'a dit, bah écoute ça, il faut pas, bah on a discuté puis on l'intègre pas. Et puis même dessus, on a eu une grosse discussion sur le fait de qu'ils puissent faire un petit texte en disant, bah écoutez les gars, je mets ce film-là parce qu'il doit être là, et je mets pas ce film-là parce qu'il doit pas être là. Et moi, j'estime, et voilà, c'est des discussions qu'on est obligé d'avoir et de mettre dans le vif pour expliquer pourquoi c'est là, pourquoi... En fin de compte, on l'a viré ce texte-là. Voilà. C'est vrai, on s'est dit, est-ce qu'on justifie ou pas de retenir tel ou tel film comme un giallo. Après tout, Voilà. c'est tellement subjectif, le giallo, que... Il y a ce que je considère, moi, comme des giallo, ou des gialli, si vous voulez. Moi, je mets giallo au pluriel, hein. Je mets giallo avec un S, je pourrais dire gialli, mais je suis pas italien. Voilà. Moi, je l'ai francisé, voilà, je dis un giallo, des giallo, voilà, bon. Et après, c'est un choix, hein, voilà. Mais bon, que j'explique d'ailleurs en début d'ouvrage. Alors par contre, du coup, tout ça, ça me demande encore du boulot, parce que du coup, j'avais écrit dans mon intro que c'était le premier bouquin, et qui n'était pas un fanzine, qui était un bouquin édité sur le giallo en France. Mais non, du coup, nos amis d'Artus m'ont damé le pion. Mais Couper bon, l'herbe sous le pied. Non, mais c'est très très bien, c'est même pas couper l'herbe sous le pied. Je suis très content de lire le bouquin de Fred Pizzofaretto. Je sais qu'il y a un autre livre aussi qui va arriver sur le giallo. Il n'y a rien eu sur le giallo pendant des années, donc s'il y a 3 livres qui arrivent sur le giallo, ils rencontreront leurs lecteurs, j'en ai aucun doute là-dessus. Puis J'en disons suis que très c'est content. totalement différent de Artus, j'ai pu voir la maquette, j'ai pu voir tout ça, c'est quelque chose qui est totalement différent d'une autre. Et voilà, je pense que chacun trouvera son public, comme Prime Cut petit à petit trouvera aussi son public en expliquant, en ayant, parce qu'après c'est bien beau de pouvoir en parler des heures, faut le matérialiser et l'avoir entre les mains. Donc voilà, pour Prime Cut, c'est la même chose. Et non, c'est très bien. Et puis il y a un gros boulot, ce bouquin sur le giallo, c'est la recherche d'iconographie. Ouais. Et ça, c'est... Parce que un bouquin sur le giallo non illustré, ça a pour moi très peu d'intérêt. Il y a Monsieur Bouteiller à côté. Ouais. Bah, on compte sur lui. Cache ta joie, hein. Ouais. Mais je vais t'envoyer la liste de films comme convenu. Et la masseuse là, celle-ci. Sinon, t'as pour septembre, bah, t'as des sorties vidéo normalement. C'est pas normalement. Keoma, qui est juste derrière là. Keoma. Superbe affiche. Donc du coup, qui sortira en Mediabook, Blu-ray et CD. Je ferai pas le DVD parce que tout simplement. Voilà, il est sorti chez Wildside. D'ailleurs, c'est pareil, je me suis demandé si j'allais ressortir quelques bonus du Wildside et finalement, on a fait un petit peu à notre sauce. Voilà, il y aura un bonus d'Emmanuel Le Gagne, il y en aura un autre avec Alain Petit, il y aura au livret, il y aura Jean-François Giré. Il y aura le CD de la BO, non? Il y aura le CD aussi de la BO qui est épuisé. La lambada. Ouais, la lambada de Keoma, ouais. C'est voilà pour les soirées de Noël. Bravo. Et on pense faire un karaoké. Ça méritait bien un mimimati tout ça. On pense faire un petit karaoké d'ailleurs. Un petit. Des petits t-shirts. Non, mais voilà, il y aura des planches aussi de Kurt Riedel qui n'ont jamais été vues parce que pendant un moment, Keoma devait sortir en BD. Ça a été vu avec quoi le projet commençait à être monté avec Enzo G. Castellari et puis finalement ça a un peu capoté. Je ne sais pour quelle raison, mais en tout cas, j'ai récupéré les planches et ça sera dedans. Donc non, c'est une belle édition. Et, Laurent, tu l'as revu, Keoma? Attention. Il va placer 2 mots sur Keoma. Là, c'est le moment où j'ai peur. Je tremble. Voilà, parce qu'en fait, là, on va parler de tes sorties. Donc, Keoma, Black Christmas et d'actualité récemment, À tout prix. Un qui est sorti. Voilà, un qui est sorti. C'est ça. C'est de la folie chez Extasia Film. En juin, un qui sort déjà. Alors, on va commencer par Black Christmas, si ça gêne pas. Oui. Le truc, à la base, c'est de se dire, voilà, Black Christmas et puis Keoma, il n'y a normalement aucun rapport. On dit, il n'y a peut-être pas de ligne éditoriale et tout ça. Finalement, en revoyant un petit peu les deux films, il y a quand même quelques petits points communs que je vais... Tu me rassures. Je vais un petit peu développer. J'allais devenir garagiste ou un truc. Voilà, non, mais en fait, c'est assez intéressant. Donc, si on commence par Black Christmas, c'est réalisé par Bob Clark, qui avait fait
Donc la même année, en Le 74. mort-vivant. Voilà, très bien. Le titre anglais, Bruno, tu t'en souviens? Voilà, et l'autre? Voilà, c'est tout. Moi non plus, c'était juste pour que tu cherches... voilà. Ok, donc en même temps que Le Mort-Vivant. Ensuite, il nous aura fait en 79 Meurtre par décret, qui est l'adaptation de la Final Solution, c'est-à-dire d'un roman qui reprend l'idée d'un complot maçonnique par rapport à Jacques l'Éventreur. Donc Meurtre par décret, c'est Sherlock Holmes contre Jacques l'Éventreur, mais c'est pas le titre du film, mais c'est un petit peu le principe. Donc c'est la même chose quelque part que le fameux téléfilm qui était passé dans les années 80 avec Michael Caine, ou From Hell, c'est-à-dire c'est à peu près cette même thématique. Et après, il a été connu pour, en 82, les Porky's. Mais ça, j'ai pas vu. Moi, que j'adore. J'ai pas vu, Moi, donc je sais pas. J'aime bien. C'est étonnant. Là, je peux pas le dire. Donc le pitch de Black Christmas, c'est donc une sorority house, on va dire. Oui. C'est le soir de Noël, et il y a un tueur en liberté qui se balade. Alors, c'est considéré comme un proto-slasher, c'est-à-dire l'un de... Proto. C'est-à-dire avant. Non, ça n'a rien à voir avec proctologue, comme tu essayes de me glisser. Enfin, si je peux me permettre. Bravo. Non. Donc c'est le proto-slasher, c'est-à-dire que ça va servir de matrice à d'autres films après. Alors comme proto-slasher, bien sûr, il y a aussi en 71, donc un petit peu avant, La Baie sanglante, avec ce petit passage au bord de la piscine avec les petits jeunes qui se baignent et qui font penser plus à Vendredi 13. Sur Black Christmas, on est plutôt dans la matrice, on va dire, d'Halloween, le fait du départ avec la caméra subjective, même si Halloween, pour moi, c'est un petit peu plus, toujours en 71, Fright, de Peter Collinson, qui nous fera plus tard L'Orse Bar. Hein, avec les petites... les mini. Voilà, les mini, puisque... Pardon? Non, rien. Et donc Fright qui était sorti chez Make My Day. Voilà. Donc, pourquoi proto-slasher? Parce que en fait, il y a quelques thèmes qui vont être récurrents plus tard. Donc, des jeunes femmes qui vont se faire tuer. Alors, avec quand même le sexe en fond derrière tout ça, parce qu'on ne suce pas que des glaçons dans cette petite maison de jeunes femmes. Et puis, Margot Kinder, et qui en fait suce un petit peu des tout. glaçons et de l'eau. De l'eau, donc c'est un film qui est à la fois particulier, puisque on est donc le soir de Noël. Il y a cette ambiance un petit peu malsaine, puisque vous avez les petits chants religieux, tout ça. Et c'est angoissant. Qu'est-ce qui se fout de ma gueule? J'ai rien dit. Moi, je suis pas... Non, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jérôme? C'est Jérôme. Vous réagissez à l'ambiance malsaine des chants religieux. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a ce tueur, il y a ces chants religieux, il y a tout ça. Ça crée une certaine tension. Alors, cette tension, parfois, est désamorcée par un certain humour sous-jacent, même carrément très drôle, les scènes du commissariat. Ouais. Alors ça, c'est franchement une grande poilade. La différence par rapport aux slashers qui suivront, c'est que là, il y a un véritable message. C'est-à-dire qu'on est sur l'émancipation de la femme, avec l'avortement en ligne de fond, le fait qu'on refuse le mariage parce qu'on veut privilégier aussi ses études et son travail dans le futur. Il y a les conflits de génération entre le père et la fille, donc c'est à caractère, on va dire, assez politique, chose qu'on n'aura pas forcément dans les autres slashers, qui seront juste là pour découper de la viande. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que donc celle qui veut se faire avorter, c'est jouée par Olivia Hussey, qui, quelques années plus tard, sera la Marie dans le Jésus-Christ de Ferrelli. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que voilà, elle est enceinte le jour de Noël et elle veut se faire avorter, et après ce sera elle qui fera Marie. Donc tu vois, c'est quand même... Elle faisait Roméo et Juliette... Pardon? Chez Zeffirelli, il n'y a pas d'avortement. Non, il n'y a pas d'avortement. D'ailleurs, alors, chez Zeffirelli... Conception. Voilà, on ne connaît pas le père. Par contre là, on connaît le père, puisque le père dans l'histoire, c'est Kerr, joué par Kerr Duella. Ouais.
qui vient donc le fameux le fameux 2001. Voilà. Le Voilà. monolithe. Voilà, lui il a utilisé son monolithe. Bravo, bravo. Ça va être très long. Donc voilà, non, alors voilà, on en parle dans juste 2 secondes parce que avant 2001, on l'avait vu dans Bunny Lake, c'est ça, Bunny Lake s'est échappé, Bunny Lake a disparu. Voilà, d'Otto Preminger. On le verra après dans Le Cercle Infernal avec Mia Farrow aussi. Je ne sais pas. Et ben voilà. Alors derrière, devant, on ne sait plus. Il y a aussi effectivement Margot Kidder, il y a John Saxon, et il y a aussi, alors j'oublie son nom, Marion Waldman, qui joue la tenancière, celle qui s'occupe un petit peu de toutes ces jeunes filles, dans un rôle d'alcoolique. Franchement, c'est absolument génial. J'adore. Et ça amène encore une fois une touche. J'adore. C'est audacieux. C'est audacieux. Et par contre, elle, au niveau carrière, j'ai pas vu grand-chose. Je l'avais vu dans Deranged, ce qui est une sorte d'adaptation du tueur en série là. Ed Gein. Produit par Bob Clark, de Jeff Gillen et Alan. Voilà. Donc c'est ça le chaînon manquant. Voilà. Après, j'ai pas trop en tête des choses qu'elle a pu faire, mais là, franchement, elle illumine, on va dire, l'écran. Et donc le casting est top. Il y a cette fin qui est assez bizarre, assez tendue. Enfin, Pas raconter quand même. non, je raconte pas justement, puisque la fin. Voilà. Et la chose. Sinon, il en vendra pas beaucoup. Non. Ouais, non, c'est absolument. Non, c'est excellent. Non, mais il y en a déjà presque plus. C'est tout à fait excellent, sachant que la musique se fait très discrète, parce que la véritable musique, les moments de tension, ce sont ces coups de téléphone qui sont récurrents. Et voilà. Alors, dernière petite anecdote, c'est ce tueur qu'on entend au téléphone et tout ça, qui s'appelle donc Billy. Ouais. Ce sera plus tard, il réapparaîtra dans un autre film, d'une certaine façon complètement détourné, puisque ça sera le prénom aussi du psychopathe dans Douce Nuit. Voilà. Voilà. Et donc c'est aussi quelque chose au niveau de Noël. Donc on voit un petit peu, je pense, je sais pas, qu'il y a peut-être un lien. Et dans Society aussi. Inconscient ou pas. Alors ensuite, on va passer sur la deuxième, donc Keoma. Donc là, tout à l'heure, on était donc dans l'avortement, dans le Christ. Là, on n'est pas si loin que ça, puisqu'on est quand même dans une figure christique, et il y a une naissance. Exact. Et voilà. Et donc, alors, quand on dit une figure christique, Keoma, effectivement, alors on peut pas, comme il y a une naissance, on peut pas forcément dire qu'il est christique, on peut dire que c'est plutôt le prophète, puisque sa mission sera de faire que, finalement, il y ait une naissance derrière. Toi, tu te fous de ma gueule. Non, je t'écoute. Si. Mais non. On a la chanson dans la tête. Et il est martyrisé. Et on pense que dans Keoma, il y a un personnage qui s'appelle Billy aussi, je crois. Et donc le pitch dont on se souvient tous, c'est donc Keoma Pitch. C'est donc non, toi t'es ma bitch. Donc Nous sommes maltraités. Allez, viens, on s'en va. On est maltraités. Keoma, qui est un ancien soldat qui revient donc de la guerre de sécession, il retourne dans son village pour retrouver ses trois frères qui n'ont rien à voir avec les inconnus et qui sont pas vraiment ses trois frères parce que lui est indien et a été adopté. C'est un bâtard. C'est ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le. Toi, t'as ramené le pain, oui. Et donc, c'est comme ça qu'on le surnomme, pardon. Et la ville est tombée sous un gang de malfrats dont font partie son frère, ses trois frères. Et donc. C'est pas des inconnus, hein, non, je sais pas. Et donc, au cours de ce retour, il rencontrera une vieille femme, qui représentera la mort, et une femme justement enceinte qui sera porteuse de l'enfant de l'espoir ou je ne sais quoi. Donc nous sommes en 1976, c'est la queue de la comète, on va dire, du western. C'est un des derniers bons western spaghetti. Voilà, tout à fait, Castellari. Donc bon, il est connu parce qu'il a fait d'autres westerns. Donc c'est je tire et je reviens. Tout un programme. Alors ça, c'est un petit peu au niveau des tontons flingueurs, par exemple. Oui, c'est un petit peu l'habitué, le furtif, tu vois. C'est-à-dire que bonjour mademoiselle, au revoir madame, c'est ça. C'est je tire et je reviens. Hein. C'est le client qui est le bon voisin, mais tout ça a disparu, comme l'affectueux aussi, l'affectueux du dimanche. Et après, il nous aura fait quand même le copie
copier-coller des Dents de la Mer avec La mort au large. Et oui, et là avec comment avec Renaud à côté de moi qui se fout de ma gueule, j'emmène par large non plus. Et, et les guerriers les guerriers du Bronx. Ouais. Donc ce western. Alors quand tu écoutes un petit peu Castellari, oui, c'était pas Benjamin. Hein. Et donc son but était faire de la réunion entre John Ford et Sam Peckinpah. John Ford par rapport aux grandes étendues, au western beaucoup plus classique, et Peckinpah pour toutes les morts au ralenti, la violence. C'est un mélange qui finalement passe bien. Il n'y a pas de... Voilà, c'est étonnant. C'est pas quand même... C'est audacieux. C'est audacieux. Alors, la caution effective... la caution par rapport à John Ford, c'est le fait qu'il a pu embaucher Woody Strode. Ouais. Strode. Excellent acteur. Et voilà, Woody qui a tourné avec John Ford. Justement, c'est pour ça que c'est le sergent noir, c'est pour ça que c'est la caution. Et il a aussi tourné avec Kubrick. Oh, on revient comme Gardner. Non, Spartacus. Spartacus, bah oui. Et voilà, donc tu vois, il y a quand même encore un petit lien. Et, et c'est d'ailleurs le prénom du cowboy dans Toy Story, Woody. Oui, c'est vrai. Tu suis là d'un seul coup, ça te fait avec Toy Story, ça te parle. Là, c'est quand même. Aussi les professionnels, excellent western aussi. Oui, exact. Et donc, Keoma, c'est joué par Franco Nero, qui est là cette figure prophétique, christique, qui va aller à la rencontre des lépreux, qui va aider la veuve et l'orphelin, enfin l'orphelin à venir, hein, puisqu'il n'est pas encore né, et il va aussi défendre les alcooliques. Puisque c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Donc là aussi, par rapport à ce western-là... Pardon ? Non, vas-y, continue. Tu sais que c'est à côté de moi, ça peut être dangereux, ça va partir. Celle-là va te dire bonjour, tu vas pas comprendre. Et donc tout comme Black Christmas, il y avait un message derrière. Là aussi, il y a un message pour la défense des minorités, c'est-à-dire à la fois indiennes, puisque c'est un bâtard, et par rapport aussi aux blacks, puisque ce sont les deux minorités, et Franco Nero, dont on est quand même assez fiers, c'est ce qu'il voulait absolument faire par rapport à ça. Il y a aussi effectivement derrière quelque chose de philosophique, puisque à la fin, je pense que tout le monde a vu le film, enfin je veux dire, disons que quelque part, il y a un message philosophique. Ouais, j'ai pas vu. Il y a un message philosophique puisque c'est la mort, c'est la mort qui va s'occuper de l'enfant qui va naître. J'avais vu sous cet angle-là. Ce qui est quand même assez étonnant puisque il va laisser l'enfant à la mort. C'est ça. Ouais. Et là, on se dit quand même, c'est l'enfant de l'espoir, l'enfant libre. Ouais. Ça me rappelle un peu l'enfant des étoiles avec 2001, quelque part. Cet espoir qui va naître, qui va faire qu'il n'y aura plus de guerre sur Terre et tout ça. C'est un petit peu, on revient un petit peu sur Kerduléa. C'est quand même incroyable. Ouais. Hein, non mais je veux dire, je me suis... c'est énorme. Donc voilà, donc c'est un petit peu les liens que j'ai essayé de trouver entre tes deux parutions. On peut rigoler, on peut machin. Je me dis que c'était un petit peu plus plaisant de le faire comme ça. Et donc... Moi je vois vraiment pas le lien entre les deux. Même après ton explication. De quoi ? T'as pas écouté. T'as pas écouté. Et donc... Par contre, on peut noter quand même, c'est un détail comme ça, mais que Black Christmas, c'est pratiquement le premier film d'un genre, alors que et c'est le dernier. Presque dernier avec le Martino, Manaya, qui est très bien. Manaya. Dernier film, L'homme à la hache. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas vu celui-là. C'est pas encore une compilation de Renault, quoi. Manaya. Keoma, Manaya et tout. C'est pas le CD du Soleil. C'est ce qu'on appelle les westerns crépusculaires, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai. Non mais bien vu. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu des choses ludiques. Bon, je vois que c'est absolument pas grave. D'accord. Voilà. Donc, complètement. Hein ? Non, Daniel disait un truc, mais je pense que tu t'en fous. Non, pas du tout. Dis Daniel. Je disais que Franco Nero est un petit peu habitué des westerns crépusculaires, avec Django notamment. Oui. C'est très intéressant de le souligner. Le mercenaire aussi, par exemple. Voilà. Merci. Bien.
Et donc, À tout prix. Tu veux nous Parce que parler là, d'À tout prix. Je veux à tout prix parler d'À tout prix. De Yann Dan, je crois. De l'ami Yann Dan, puisque c'est la seule sortie Oui, pour l'instant, oui. pour l'instant à ce jour. Alors, effectivement, à la base, c'est un court-métrage. Exactement. Donc, on peut être un petit peu frustré en se disant, voilà, un superbe emballage comme ça pour 15 minutes, mais en fait, le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que... Mais non. L'emballage. Non. L'emballage, non, pas du tout. Puisque derrière, en fait, emballé, hein. au niveau supplément, c'est rempli de suppléments, de bonus, de courts-métrages, de clips que Yann a réalisé. Ils sont tous faits par Yann. Pardon ? Ils sont tous faits par Yann Dan. Oui, merci. Et dont un que j'ai j'ai particulièrement aimé, qui est son dernier, le Always, que j'ai trouvé très beau, très romantique, ça m'a touché. Dedans, il y a aussi le clown. Alors au début, moi quand j'ai regardé le clown, j'ai absolument rien compris. J'ai regardé plusieurs fois, et jusqu'à ce que je discute avec Fabrice Colzon, qui joue dedans, et qui m'expliquait qu'en fait c'était qu'une bande-annonce. Et que ça devait... voilà. Donc en fait, il n'y a pas de cohérence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cohérence. C'est pas quelque chose que tu regardes avec un début, une fin. C'est une bande-annonce de film. Il y a aussi des clips. Il y a aussi une interview chez Metaluna. Ouais, c'est chez Ouais. Pardon ? Non, rien. Non, il disait que tu regardes des bandes annonces en pensant que c'est des films. Oui, mais c'est pas prévu. Tu l'as pas écrit, bande-annonce. Hein. Non, mais j'aurais dû. C'est le travail, en fait. Donc, il y a une partie où, sur À tout prix... Et le travail derrière À tout prix, et il y a une partie autour du réalisateur. Voilà, c'est ça, c'est autour du réalisateur avec des interviews, une interview passionnante chez Metaluna. Ouais. Il y a aussi des avant-premières au cinéma et tout ça. Je sais plus comment, c'est Max Linder, je crois. C'est ça. Le ciné, donc. Max Linder. Linder. C'est à côté de Renault. Je prends des. D'un seul coup, je perds. Max Linder. Donc voilà, et en fait, on voit quand même tout le talent de ce jeune, enfin plus jeune maintenant, réalisateur, où logiquement après ce court-métrage, il y avait, comme on dit, un film qui était prévu, qui était implacable, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'il aurait dû faire avec Diany Auteuil, mais il y a eu le Bataclan, tout ça, où d'un seul coup, ce genre de film un petit peu violent, anxiogène et violent, n'a pas eu la cote. C'est dommage, parce que honnêtement, quand on voit À tout prix, même si ça ne dure que 15 minutes, alors il faut le voir 2 fois, puis comme ça on permet de comprendre ça fait quand même 30 minutes. Ouais. Mais on voit tout le talent de Yann dans la mise en scène, c'est assez percutant. Franchement, c'est quand même du haut niveau. Ouais, puis il y a le commentaire audio, voilà, quoi, il y a pas mal de choses qui permettent de comprendre le film, et puis surtout la difficulté de monter un film de genre en France, qui n'est pas évident. Là, il y a quelques films de genre, justement, qui sont en train de sortir. Tu parlais duquel tout à l'heure de La Nuée. La Nuée. Philippot, qui a quand même réussi à se... on a fait une émission émission d'ailleurs. d'ailleurs. Julia Ducournau aussi, nous qu'on avait reçu dans notre émission Culture Prohibée. Parce que ça fait 12 ans que j'anime une émission de radio. Culture Prohibée, voilà, donc c'est un podcast. Je me fais mon auto-promo, en même temps c'est un podcast que j'anime depuis une douzaine d'années, entre autres avec Thomas Roland, avec plein de chroniqueurs. Il y a eu Christophe, il y a eu pas mal de monde, il y a plein de monde qui est venu dans l'émission, de Bertrand Tavernier à Dario Argento justement, enfin bon voilà. Et on avait rencontré Julia Ducournau à l'occasion de Grave, son premier film, et il y a son nouveau film qui arrive. Et franchement, j'ai très très envie de le voir. Voilà, ça a l'air. Il y a que des photos pour l'instant, mais ça a l'air complètement dément. Ça a l'air vraiment dans la lignée de Grave, encore plus proche du Cronenberg des débuts, quoi. Et pour jeter un pavé dans la mare, c'est quand même vachement mieux que ce que fait le fils Cronenberg. Voilà. Donc j'ai hâte de le voir. Et donc le masque. Il sort en fin d'année. Qu'on retrouve dans le court-métrage. Et sinon, Christophe, tu vas sortir aussi un très joli documentaire. Ouais, un documentaire sur l'Eurocrime. Voilà. Qui devrait sortir aussi prochainement. Tout est sous-titré, tout est fait. Là, c'est plus au niveau du... Quand je parlais tout à l'heure de la ligne éditoriale et des questions que se pose un éditeur sur le niveau du packaging, de savoir si... je le sors en Mediabook, comme j'ai continué mes autres éditions en Mediabook, ou plutôt je fais du digipack pour
pour baisser le coût, parce que ça reste quand même du documentaire. C'est un documentaire sur l'Eurocrime, mais voilà. L'Eurocrime, c'est quoi en 2 mots? C'est le polar italien, voilà. C'est polar italien. Italien. Voilà. Alors pourquoi Eurocrime? Parce que souvent c'était des coproductions en fait. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà, où il y avait souvent la France dans le coup d'ailleurs. Attention, les questions pièges. Attention les questions pièges. D'où les distributions. D'où les distributions dans les films assez hétérogènes. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à Castellari. Castellari, c'est aussi un formidable réalisateur de polar. Et entre autres, il y a Big Racket qui est disponible chez Artus avec Fabio Testi. Et puis il y a Le Témoin à battre avec Franco Nero aussi qui est sorti il y a pas longtemps chez Make My Day dans une superbe copie en Blu-ray. Alors c'est vrai que c'est pas le montage intégral, en tout cas c'est pas le même que celui qu'on avait nous sur nos VHS, mais néanmoins c'est la première édition en Blu-ray au niveau international, donc ça vaut le coup de la posséder. Et Castellari, gros réal effectivement sous influence de Peckinpah, c'est évident dans ces polars. Et puis Tarantino ne se cache pas de dire Inglourious Bastard aussi. Voilà, pour Inglourious Bastard qui a pas mal c'est une référence pour son film à lui. Mais l'Eurocrime alors. L'Eurocrime, oui, voilà. Après c'est plus des questions comme ça en fait, c'est vrai que j'écoute pas mal les retours de clients et tout, et c'est vrai que le documentaire reste quand même quelque chose qui moi la plupart me disent je les vois une fois et puis c'est tout. Moi je viens du documentaire, donc du coup ça me fait un petit peu bizarre parce que c'est des choses où je me replonge dedans, où on découvre des films. Puis là c'est quand même un docu qui dure 2h10 qui revient quand même sur vraiment sur tout, et ça permet aussi de découvrir d'autres polars. Pas mal d'extraits, non, je suppose. Ouais, voilà, il y a pas mal d'extraits, c'est bien monté, il y aura... c'est pareil en bonus, du coup on a un masterclass avec Jean-Baptiste Auré. C'est vrai qu'à l'époque on a pas mal parlé parce que... D'ailleurs on le voit là, parce qu'il y a eu les sorties des Fernando Di Leo, parce que moi à l'époque j'avais sorti Le Cynique, l'Infâme, le Violon, qui avait du mal à décoller, parce qu'en France on a plus une culture du giallo, et encore... C'est revenu un petit peu au sommet, disons, à partir de 2016, où on voit un petit peu des retours grâce à différents éditeurs. Mais du coup, l'Eurocrime était un petit peu l'enfant bâtard où on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas beaucoup de films en France. Puis l'arrivée, c'est vrai que du coffret Fernando Di Leo chez Elephant là permet aussi de réévaluer, parce que du coup beaucoup se disent ah oui, c'est ça l'Eurocrime. Bon, après ça reste le haut du panier, on va pas se mentir non plus. Dans l'Eurocrime, c'est un peu comme le giallo, tout, il y a à boire et à manger, mais disons que c'est bien, ça permet de revenir. Puis si ça permet en France de pouvoir sortir, parce qu'il reste encore énormément de titres à sortir en France sur l'Eurocrime. Néo avait... moi, je me suis toujours posé la question, après peut-être que Bruno pourra y répondre, est-ce que c'est pas, en sortant la collection Néo sur le polar, est-ce que c'est pas ça qui les a fait plonger au bout d'un moment, parce que ça a été plutôt difficile à vendre. Bien vendu, évidemment, à l'époque, c'était que du DVD. C'est moins bien vendu que les Fulci ou que les Giallo. Mais non, ce qui a vraiment précipité le truc, c'est l'énorme distribution au kiosque, les gros tirages et les coûts des éditions à l'époque et des droits des Martino, par exemple, qui étaient chers. Et là, ça a été le clou. Mais effectivement, le polar, là, Di Leo, comme tu disais, là, en ce moment, c'est en train, et je le vois ici, il y a une demande qu'il n'y a jamais eu sur le genre. Et les Di Leo y ont largement participé. Ça se vend bien. Alors qu'avant, que ça soit les Néo à l'époque, que ça soit le tien, c'était un Lenzi. C'était pas terrible. Big Racket. Et Big Racket, l'air de rien, ça a mis du temps. D'ailleurs, maintenant, j'en vends. Ça s'était tassé pendant plusieurs années. Je recommence à en vendre à plein de gens qui découvrent le genre. Quoi. C'est là où elle travaille justement d'une revue, même comme Prime Cut, ou pour y revenir, ou des choses comme ça, c'est de remettre en avant des films, des réalisateurs. Par contre, on tient, parce que on en a parlé, la revue se veut pas spécialement cinéma de genre. Là, c'est vrai qu'on fait Michael Winner, mais
Ça n'est pas connoté cinéma de genre comme on en parle souvent, et puis comme le dit des fois Thomas ou Manu ou Jérôme. Mais c'est le but de faire découvrir, et puis tant mieux, parce qu'on voit en fait dans le masterclass qui est en bonus, au forum des images, quand Jean-Baptiste Auré parle en fait lors du masterclass, que les personnes en face, c'est le vide total, quoi. C'est que les personnes se disent mais c'est quoi ce film ? Ils sont là, mais finalement pourtant des films sortis chez Néo, tout ça, et que s'il avait fait une masterclass sur le giallo tout de suite, bah voilà, c'est vrai que c'est plus parlant, et je trouvais que bah voilà, un documentaire sur le Eurocrime, moi j'aime beaucoup le documentaire pour avoir sorti celui sur la VHS, le Rollin. Il y aura un documentaire aussi sur Mad Max à sortir. Donc de ce fait-là, de Melvin Z, Archaeologist of Westland, et qui a un documentaire qui est vraiment excellent. C'est lui qui édite l'autobiographie traduite de Castellari. Alors oui, ouais, c'est lui. Non, il n'édite pas Melvin, il travaille sur la maquette. Ouais, il fait la couverture et la maquette. Et il y aura également Sad Hill, celui sur le bon, la brute et le truand, qui est un documentaire, c'est pareil. Moi j'adore les documentaires, on apprend énormément de choses, c'est pour ça que les bonus, des fois, j'essaye d'y faire attention, parce que comme à tout prix, voilà, on apprend énormément de choses. Et bon, après, faut pas que ça soit redondant et que ça soit... Je trouve ce qui est sympa en complément d'un documentaire, les Américains le font souvent, et là, je sais pas si tu le fais sur l'Eurocrime, c'est de mettre des bandes annonces, enfin, quand c'est possible, une sélection de bandes annonces. C'est vrai que j'y réfléchis beaucoup, et il y aura une compilation il y aura un CD, une compilation de films de polar italiens, et c'est vrai que c'est quand même un beau plus à une édition, et puis bon... pas un peu comme on en parlait récemment pour Qui l'a vu mourir, ça sera pas un DVD musical comme avaient essayé de me vendre les Italiens quand je voulais sortir Qui l'a vu mourir. Vous avez essayé de me vendre en fait le DVD avec le vinyle qui tourne et qu'on regarde à la télé, un peu comme les feux de bois là et tout. Ils avaient essayé de me vendre ça à l'époque quand j'avais voulu sortir Qui l'a vu mourir. Qui va regarder ça, qui va acheter ça, je sais pas, mais quoi, voilà. Renault peut-être. Mais donc voilà, et puis il y aura également Pyromaniac, ouais, ça fait beaucoup. Pyromaniac, c'est vrai, oui. Pyromaniac qui sera normalement une petite exclue, c'est pareil, tout le sous-titrage des bonus et du film est déjà fait. Par contre, il y a un gros travail sur le film, puisque je mettrai les deux versions du film. La seule chose où il y a un gros boulot et que je proposerai, c'est-à-dire qu'il y aura... parce que la version américaine, c'est-à-dire que c'est la version télé, et qui est sur la version longue. Donc le problème des Américains, puisque c'est la version télé, c'est qu'ils ont censuré en fait tout ce qui est fuck, tout ce qui est tout ça, et du coup nous on a la bonne version, mais qui est la version courte par contre. Donc c'est là où est mon travail, c'est-à-dire que la version longue, c'est une version cut, et que la version courte qu'on a en France, c'est la bonne version. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros travail sur l'audio à refaire, où on va être obligé de jouer des ciseaux pour refaire une version intégrale, ou proposer à partir d'une version au moins 2 ou 3 pistes audio, puisqu'il n'y a pas eu de VF en France. Et donc voilà. C'était sorti en VHS pourtant. Ouais, mais c'était en VHS titré. Chez Scarzo, ouais. Il n'y avait pas la VF à l'époque. Non, c'était sorti en VHS. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est ce qui veut dire, c'est qu'il y a quand même toute la version qu'on connaît nous, qui est la plus courte, donc. Ouais. Ils ont coupé toutes les scènes de dialogue où il y avait des gros mots, mais par contre ils ont laissé toutes les scènes où le type brûle vivant des gens. C'est énorme, enfin je trouve ça juste énorme. Ça en dit beaucoup sur les contrastes de la société américaine quand même, c'est assez énorme. Pas de fuck dans le film, tu peux brûler vif des gens, mais surtout pas de fuck dans le film. Disons que ça se passait beaucoup, je crois qu'on l'a vu dans les Halloween aussi, où c'était pas ça, il y a une version télé d'Halloween où c'est pareil, le son me paraissait aussi bidouillé, et souvent les Américains, quand ils repassaient des slashers ou des choses comme ça, en fait coupés, un peu système des vidéos nasty. Il y a eu un montage télé, mais c'est ce montage-là qui est restauré alors. Alors le montage, ce qui paraît fou, c'est-à-dire que les ayants droit américains n'ont que la version anglaise coupée pour la version longue.
Alors, c'est le truc, c'est que tu te poses des questions, et en France, en Europe, on a la version courte du film, mais avec le son uncut. Donc c'est là où en fait, il faut vraiment savoir, et je sais que Scorpion l'avait sorti, était le tout premier à sortir ce master-là, ils se sont fait taper sur les doigts, parce qu'ils n'avaient pas vérifié justement que la version anglaise qui était dessus était la version télé américaine. Le DVD Arrow, qui était un de leurs premiers, c'était pareil aussi. Ouais, voilà, ouais, c'est ce qui est assez fou. Mais c'est là où ce travail-là est super intéressant et limite d'archéologie parce que voilà quoi. Moi, je sais que les ayants droit ont essayé de me redonner. Même eux, en fait, ils m'ont renvoyé. J'ai dû vérifier le master. Donc. Là, ils ont retitré carrément avec parce que normalement le film s'appelait The Burning et vu qu'à l'époque c'est sorti en même temps que Carnage qui s'appelait The Burning aussi, donc ils ont retitré dans Don't Go in the House et voilà quoi. C'est vrai que ça paraît un peu foutoir, mais j'aime bien les films où je mets longtemps à les sortir, où je galère un peu sur tout voilà. Et The Burning, Carnage, musique de Rick Wakeman. Merci. Voilà. Rick Wakeman, le mec qui sort. Sinon, tu as un scoop exclusif. Tu as un film qui va sortir bientôt chez toi. Ah, le fameux scoop. Bip, bip. Ouais, bah voilà, Jérôme va pouvoir en parler. C'est vrai que ça fait partie des premiers films où voilà, vas-y Jérôme, parce que ça fait partie des premiers. Alors, je vais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle Titane, le prochain film de Juliette Ducournau. Voilà, j'ai triché, hein, j'avoue, j'ai regardé. Pour compléter aussi concernant l'Eurocrime, il y a quand même une donnée qui est très importante sur ces films-là aussi, c'est que ce sont des films qui se déroulent pendant les années de plomb. Ouais. Et pendant la stratégie de l'attention. Donc effectivement, ça donne des films qui sont assez singuliers, voilà, puisqu'il y a un contexte politique qui est celui d'affrontements entre les brigades rouges et les terroristes d'extrême droite, et donc il y a ce qui est souvent caricaturé en France avec on ne parle toujours que de l'affaire Aldo Moro, mais bon, qui est beaucoup plus complexe que ça, et il y a toute la stratégie de l'attention et tout qui sert de toile de fond, et il y a vraiment l'Eurocrime, on va dire, c'est la partie série B de films plus on va dire plus gros budget, plus costaud, comme des films assez géniaux d'ailleurs, comme Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri avec Gian Maria Volonté, ou comme les films de Rosi, voilà, qui n'ont pas tous bien vieilli. D'ailleurs, les films Francesco Rosi, certains sont toujours passionnants politiquement, mais un peu ennuyeux. Et donc, par contre, dans l'Eurocrime, effectivement, on va retrouver du Lenzi, du Martino, Police parallèle en action, tout ça. Enfin bon, ça tape dur. Et sur le prochain film dont tu veux me faire parler, là, ça sera certainement toi qui feras les bonus d'ailleurs. Petit pincement au cœur, puisque c'est un film sur lequel j'avais écrit il y a très longtemps pour un fanzine dessus, et puis j'ai réécrit pour une revue dessus qui s'appelait Metaluna, d'ailleurs cette revue qui n'existe plus. Et le film, c'est Cannibal Girls d'Ivan Reitman, qui est le premier film d'Ivan Reitman, alors qui est un film de... tout est dans le titre, Cannibal Girls, voilà, qui est un film à la fois humoristique, gore, un peu gentiment érotique, avec une sorte de gourou, voilà, qui est un peu calqué sur Charles Manson, qui serait habillé en magicien, quoi, voilà. Un peu dans ce style-là, un point de vue vestimentaire et puis physique pour le visage. Et qui dirige une communauté composée de fort belles, jolies naïades, voilà, qui attire les touristes comme ça, et puis qui les charme telles des sirènes, et puis qui les mange, parce que c'est ça la finalité quand même. Et c'est c'est le premier Reitman, je crois qu'après il va faire une comédie qui s'appelle en France Arrête de ramer, t'es sur le sable, si ma mémoire est bonne, avec Bill Murray, et là il cherche encore, mais on sent que comment dire, on sent qu'il est déjà pas mal versé dans la gaudriole. Alors c'est un film vraiment chouette, parce que c'est un film qui correspond à une époque, voilà, c'est-à-dire que des films comme ça on n'en fait plus du tout aujourd'hui. Alors après vous prenez ça comme vous voulez, mais bon voilà, en tout cas vous verrez plus un film comme Cannibal Girls, puisque c'est vraiment un film complètement bricolé, mais en même temps on a une foi dans le cinéma qui est assez drôle, et je vais juste vous citer un exemple. C'est qu'il y a une voix off qui nous avertit dès le début qu'avant chaque scène horrifique,
on va entendre un coup de klaxon pour que les spectateurs un peu fragiles et trouillards puissent se planquer. Voilà. Et donc, avant chaque scène horrifique, il va y avoir ce coup de klaxon qui va arriver. Idée qui sera réutilisée dans d'autres films aussi, d'ailleurs. Voilà. Ah, ça a été fait avant, oui, ça a été repompé. Ah, je crois même que ça a été fait encore dans autre chose. Mais voilà. Ça sent William Castle. De toute façon, tout ça correspond à Castle. Mais c'est assez rigolo. Voilà, on est dans une série B de l'époque. Et c'est très intéressant de voir parce qu'il y a plein de réalisateurs comme ça. Moi, je m'occupais d'une rubrique qui s'appelait Péché de jeunesse. Et il y a plein de réalisateurs comme ça qui ont démarré par des premiers films complètement hors normes. Abel Ferrara qui a démarré par un film qui s'appelle The Nine Lives of a Wet Pussy. Alors, inutile de vous expliquer à quel genre appartient ce film, évidemment. Hein, voilà. Qui d'ailleurs est un... Wes Craven sous pseudo a démarré aussi par un film pornographique d'ailleurs. Et il y a aussi... je pense aussi à Jonathan Demme qui a démarré par un film de prison de femmes, comme on dit, un Whip, Woman in Prison, avec Caged Heat, 5 femmes à abattre. Enfin, il y a plein de premiers films comme ça de réalisateurs. Ça mériterait presque une collection, ça, Christophe, de collection sur les premiers films de réalisateurs. Ce serait intéressant, je pense. Disons que je voulais en fait piquer un petit peu l'idée au début où je l'avais dit que limite, c'est vrai que ça serait bien une collection Péché de jeunesse. Voire une collection Mauvaise Graine. Mais là, je reprendrai une partie de ce qu'il y a déjà dans la revue, puisque dans la revue Prime Cut, il y aura déjà quelque chose qui va s'appeler Mauvaise Graine, où c'est Jérôme qui s'occupera de ça. Je m'en occupe pour le premier numéro. Sur le premier numéro, mais moi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est que je continue, comme Laurent le disait, je sors pas juste des films comme ça à l'arrache. C'est-à-dire que ça continue sur le film un petit peu féministe. Oui, avec en fait, Girls. Voilà. Tout à l'heure, quand on en parlait avant, la seule chose que j'ai retenue, c'est, on a dit, c'est un film avec du nichon. Voilà, c'est ce que un petit peu. Et du gore. Et du gore et du nichon. Voilà, c'est un petit peu ça la ligne. Et du gornichon. Du gornichon, exactement. Du gornichon. Bravo. Ça, bravo Daniel. Mais pour le coup, ça reste quand même dans mes thématiques où je parle toujours d'un aspect féministe et là d'un premier film avec Cannibal Girls où il y a quand même un aspect, voilà. Mais c'est le féminisme des années 70. Voilà, c'est-à-dire que les femmes écrasaient les hommes, mais elles étaient nues. Voilà, c'était un côté très série B. Voilà, il fallait quand même vendre le produit. Corman était un peu spécialiste de ça. Hein, c'est-à-dire que ces films étaient ouvertement de gauche, mais quand même les filles étaient nues. Parce qu'il fallait quand même vendre le film dans les drive-in. Il ne fallait pas déconner. Et il voulait se faire des sous, Corman. Donc il y avait des limites quand même à son militantisme. Voilà. Je pense pas qu'aujourd'hui, je sais pas si aujourd'hui beaucoup considéraient encore cela comme féministe, autant que ça pouvait l'être à l'époque d'ailleurs, parce qu'à l'époque ça l'était vraiment, avec des femmes sexuellement agressives qui en remontraient aux hommes, les hommes qui n'en menaient pas large, voilà, c'était comme Russ Meyer. Voilà, on était complètement dans le trip Russ Meyer. Qui mériterait lui aussi une belle collection de Blu-ray, notre ami Russ Meyer. Voilà. Et puis, quand même le réalisateur d'SOS Fantôme, où on retrouve cet aspect de groupe. Enfin, Ivan Reitman. Hein, pas Russ Meyer, je précise. Russ Meyer. oui. Par contre, ça vaut plus de gros nichons. Oui, parce que là... dans SOS Fantôme, il y a un il y a un bibendum, Voilà. Très bien, Christophe. Monsieur Bouteiller, vous allez nous parler de quoi ? Je voudrais vous parler déjà de... J'avais amorcé la dernière fois... Tu peux me tutoyer. Prenez le micro, monsieur. J'avais amorcé en parlant de la sortie prochaine du Sang du Vampire. Voilà, donc c'est fait. Le film de Henry Cass. Avec une très belle affiche qui est derrière. Qui est un film produit par Monty Berman et Stanley S. Baker, qui ont produit et réalisé un petit peu plus tard... J'ai dit quoi ? Stanley. Ah bon, oui, Robert Baker, pardon. Voilà. Et donc qui ont produit. Vas-y, alors tu disais, mon Daniel. Non, mais on s'est foutu de ma gueule pendant ma chronique. Vas-y. Allez. Lance-toi, allez, ta peur. Vas-y, reprends. Avec Joséphine Baker. On reprend Joséphine et puis on n'en parle plus. 1, 2, 3. On va lancer Bruno. Non, allez. J'avais un peu amorcé. Donc, qui ont produit et réalisé 2 ans plus tard le Jack l'Éventreur.
Et donc c'est un film qui est un petit peu dans la lignée des productions Hammer, hein, qui venait d'ailleurs de débuter la nouvelle série des prods Hammer en Technicolor, et avec Barbara Shelley. C'est un faux film de vampire, en fait. C'est plus un film qui s'apparente à Frankenstein, aux aventures du baron Frankenstein. Et il y a Barbara Shelley dedans, qui est une des héroïnes précédente et future de la Hammer, qui a tourné dans pas mal de films fantastiques, d'horreur, science-fiction. Et voilà, donc l'originalité de cette sortie Blu-ray, c'est que c'est pour la première fois au monde que le film sort en Blu-ray. Au monde ? Oui, dans une version... La vieillesse, c'est un autre D'où l'aspect exceptionnel. Donc, édition, en plus. Dans une version, dite européenne, c'est-à-dire avec des scènes qui ne figurent pas, donc c'est un film britannique qui ne figure pas dans la copie sortie en Angleterre et aux États-Unis, je crois. Quelques scènes où le bossu sadique... Non, c'est pas possible, arrêtez, merde. Non, mais le bossu sadique, avec l'œil qui pend, il a pas dit. Ouais. Le bossu sadique joué par Victor Madern, qui, donc sous un maquillage effectivement très horrifique, s'amuse à terroriser des jeunes filles attachées dans une cave. On se demande d'ailleurs bien ce qu'elles peuvent faire là. Et c'est la cave de Metaluna, non ? Oui, voilà, c'est un peu la cave de Metaluna. Donc je ne sais pas si d'autres personnes ici ont vu, ont vu la copie. Vous allez me lâcher, oui. Oui, j'ai vu. T'as beaucoup aimé les décors, je crois. Oui, mais je crois que j'avais déjà dit dans les... J'ai un petit... Le film est excellent. Franchement, c'est vraiment... c'est magnifique. Sauf qu'effectivement, des petites maquettes sur l'eau, et puis les décors peints sont un petit peu, pour moi... c'est la magie du cinéma, non, mais je suis d'accord, mais ce qui est dommage, c'est que tu as l'habitude d'avoir ça dans d'autres films, et là, c'est un peu moins bon. Le film reste excellent, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Pour moi, hein, mais après... Sinon, franchement, mais c'est un petit détail, parce qu'il faut que j'emmerde Daniel. Ouais, j'avais compris. Non, moi, je trouve que sinon, le film est très bon. C'est vachement intéressant, parce qu'il sort la même année que Le Cauchemar de Dracula, en fait. Et il donne vraiment à voir une autre vision du vampirisme, qui, c'est vrai, est accommodée au mythe prométhéen. C'est assez rigolo. Du savant fou, en fait, parce que c'est une sorte de savant fou, le mec qui dirige... Et puis, il y a un côté social aussi, parce qu'on prend les gens de peu pour les torturer, les enchaîner à la cave. Alors je pense que les filles de la cave sont juste là pour porter des décolletés affriolants et se faire menacer par le méchant bossu. Voilà. Toi, hein. Donc j'aime bien Russ Meyer et Fellini, je sais pas quelle conclusion on doit en tirer. Voilà. non, c'est un chouette film, ouais, c'est un chouette film. Vraiment un très bon film et c'est une très belle édition, je suis assez d'accord. Oui. Mais absolument aucun rapport avec les vampires par contre. Ça, de très loin, voilà. Ouais. Non, ça a autant rapport avec les vampires que Martin de Romero, par exemple. Voilà. Par contre, la séquence pré-générique fait énormément penser au futur baiser du vampire de Don Charles. Ouais. C'était exactement la même chose. Et le final, c'est les chiens de l'enfer, Cerbère. Oui. Voilà. Ouais. C'est un final assez sympathique. Voilà. Qui rappelle beaucoup, les yeux sans visage de Franju. Tout à fait. Oui, exact. C'est ça. Voilà. Donc ensuite, nous avons Magic de Richard Attenborough. Oui, Christophe. Ah non, c'est quand même un super film. Hein. C'est vrai que relevé par l'interprétation hallucinante d'Anthony Hopkins. On est d'accord, qui aurait largement mérité un Oscar. Bon, qu'il a eu plus tard, bien sûr, mais il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment une interprétation vraiment et on voit les
les gros seins de Anne-Margrethe. Ah, Anne-Margrethe qui fait d'ailleurs, c'est un de ses meilleurs rôles, c'est une de ses meilleures prestations à l'écran. Elle est vraiment excellente. Dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une MILF, qu'on disait pas ça à l'époque, voilà. Mais c'est vraiment une. Elle préfère l'amour en mer. Ouais, c'est ça, comme Philippe Laville, c'est ça. Toi, je reconnais qu'en termes de rock progressif, t'as des goûts un peu étranges, hein, voilà. Mais tu peux porter un t-shirt de Yes quand on cite Philippe Laville, c'est suspect quand même. Hein. Je pense que c'est pour la façade le t-shirt de Yes. Tout à fait. Voilà. non, moi je trouve que c'est un chouette film. Je l'ai revu effectivement lors de la sortie là chez Rimini. Chez Rimini. Ouais, et j'ai été assez bluffé. La copie est super belle et c'est un fantastique assez subtil. Et j'aime beaucoup la scène du moment où la scène où il y a de l'eau qui entre en jeu et la caméra recule. Et lui, il est à l'eau et on voit la marionnette à la fenêtre. Et je trouve que c'est un moment qui rappelle les Diaboliques de Clouseau. Surtout que Richard Attenborough, c'est ça, n'est pas un habitué du cinéma fantastique à la base. Hein. Il a fait des biographies après, mais c'était un cinéma académique. Peut-être son unique incursion, mais vraiment réussi, quoi. Donc c'est évidemment l'histoire d'un ventriloque qui est un petit peu psychopathe, mais totalement schizophrène. Bien le dire, il s'identifie à sa poupée. Et c'est donc un rôle en or pour exprimer une dualité, faire sortir le meilleur du talent de comédien, surtout quand c'est Anthony Hopkins. Et également sorti chez Rimini, on peut le souligner. Moi, je ne l'ai pas encore revu, mais je me souviens avoir vu le film à l'époque. Ouais. Chef-d'œuvre de série. Meurtre sous contrôle, God Told Me To, Larry Cohen, pour moi. avec Richard Lynch. Et Tony Lobianco. Une scène assez incroyable. Il y a un tireur, ça m'a rappelé, comme je disais à Jérôme, l'homme à l'affût. Je ne sais pas si tu as revu l'homme à l'affût. Et il y a une scène un petit peu parallèle où il y a un tireur qui est sur un château d'eau et qui vise des personnes au hasard. C'est pas la première fois que Cohen le faisait, mais c'est toujours étonnant. Toutes les scènes tournées dans la foule avec le défilé de policiers. C'est des images volées. Évidemment, des images volées, entre guillemets, sans autorisation. Où il a juste filmé tout ça et introduit 2-3 acteurs qui sont tués justement au début du film par le tireur et qui tombent là dans la foule, et la réaction des gens qui sont pas du tout au courant qu'il y a un tournage, ça donne un côté super réaliste qui est bien rattrapé au montage et c'est super. Cohen, c'est un cinéaste génial et ça c'est vrai que c'est peut-être son meilleur film cinéaste inventif. Et dans les gendarmes, enfin dans les flics là, qui se font tuer, dans les figurants, il y a... Tu allais nous sortir du Delphine. La marée chaussée. Voilà. Il y a ce comique là que Jim Carrey a interprété dans Man of the Moon. Andy Kaufman. Voilà, il y a Andy Kaufman. Voilà, il y a Andy Kaufman qui joue un des gendarmes, voilà, en uniforme, voilà, et qui se fait. C'est une de ses rares apparitions hors film comique. Voilà. Alors, le dernier. Et enfin, donc, la trilogie Angel. Gardien. Qui est. qui est sorti chez Carlotta, qui est une petite prod relativement intéressante. Bon, j'étais qu'à moitié convaincu par. On va dire. Ouais, j'étais qu'à moitié convaincu par la série. Je sais que Bruno, lui, par contre, moi, j'adore le premier. Ouais. Parce que ça, c'était un peu. C'est présenté comme ça. La Midnight Collection, c'est un peu l'esprit vidéoclub années 80, voilà. Donc évidemment l'accroche du film qui n'a pas été reprise là, qui est quand même, c'est quoi déjà la phrase ? Étudiante le jour, pute la nuit, voilà. Ce qui est effectivement vrai dans le film. Mais en fait c'est présenté comme ça, mais j'ai trouvé le premier, pas les autres, qui exploitent évidemment le filon et le porté par l'affiche et le genre de prod, mais j'ai trouvé que le premier était super intéressant et avec vachement de retenue et vachement d'intérêt dans les personnages secondaires, sur les gens à Hollywood. Et les gens de la rue et la vie la nuit, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant que l'aspect la nana qui se venge et qui est super jeune et qui fait la pute la nuit. Et c'est pas du tout exploitation, voilà. Oui, mais c'est pas du tout exploitation. C'est beaucoup plus, c'est justement vachement réaliste et super intéressant. Ce qui n'est pas le cas, moins dans le deuxième et encore moins dans le troisième. Ce qui est sympa, c'est que cette collection continue parce qu'on l'a pensé morte. Oui, elle s'était arrêtée, puis elle est repartie. Et finalement, ça repart, ça c'est plutôt bien. Alors, c'est présenté comme un film de vigilante, mais ça ne l'est pas. Ben ouais, justement. Mais c'est ça qui est bien, parce que c'est le vague souvenir que j'avais, et c'est vendu comme ça alors que ça ne l'est pas. Ouais. Alors, dans mon souvenir, le premier est scénarisé par un des scénaristes de V-Squad, je crois, de... Voilà, dans mon souvenir, je ne veux pas dire de...
de bêtises. Mais, et dans mon souvenir, la photo est très belle aussi. Voilà. Et le deuxième traite de la gentrification, le troisième se passe dans le milieu du porno, mais le troisième est vraiment pour moi le plus faible de la série. Comme souvent dans les suites. Pareil qu'il y en a un quatrième d'ailleurs, qui n'est pas, qui n'est pas dans le coffret. Okay. Très bien, Daniel. Bruno, tu vas nous parler d'un coffret. Tu peux prendre tes pilules. Il y a un côté très doct, comme ça. Un coffret Christopher Lee qui vient de sortir. Alors, en fait, il y a de plus en plus... Ça, c'est important. De plus en plus, les éditeurs américains font des coffrets thématiques assez énormes. Alors, par réalisateur, il y a eu dernièrement Al Adamson ou Andy Milligan, par exemple, et chez l'éditeur Séverin Film. Et là, ils ont fait un coffret Christopher Lee axé sur Christopher Lee, tout le monde connaît évidemment, avec les films de la Hammer et jusqu'à la fin de sa carrière, Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Enfin, c'est 70 ans de carrière mondiale incroyable. Mais il a eu, après les premiers succès de la Hammer, finalement, le fantastique et le fait de jouer Dracula, ça l'ennuyait un peu, et d'être typecasté, comme on dit, et de toujours jouer ce genre de rôle. Et donc, il est parti tourner des films en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et finalement, dans ce coffret, où il y a des films allemands et italiens qui s'appellent Eurocrypt, c'est Eurocrypt. Oui, il y a l'Eurocrime. Ouais. Il y avait l'Eurospy aussi pour les... Voilà. Enfin, et donc, c'est justement tous les films qu'il a tournés en Europe, sauf en Angleterre, au début des années 60 principalement, et qui sont quand même, où il joue des rôles, finalement, dans des films plutôt fantastiques, et le genre de rôle qu'il ne voulait plus jouer, mais qu'il a continué à jouer une grande partie de sa carrière, comme il est revenu, alors qu'il l'annonçait systématiquement à chaque fois, il est revenu 7 fois à jouer Dracula, alors que la première fois était déjà pour lui presque une fois de trop, quoi. Alors dans ce coffret, il y a un certain nombre de films sympas, certains qu'on connaît en France, d'autres non. Donc par exemple, il y a La Crypte du Vampire, qui est sorti chez Artus, qui est un film librement adapté de Carmilla de Le Fanu, et qui est très bien, et qui est là présenté dans une copie restaurée d'après, parce que le négatif n'était pas dispo, d'après une copie 35, mais la copie est magnifique. Donc celui-là. Il y a sorti chez Artus aussi, mais là restauré d'après le négatif, et comme la photo noir et blanc est magnifique, Le Château des Morts Vivants, qui est par le hasard des coprods, c'est typiquement le genre de film italien où on n'a pas vraiment su ou imaginé qui avait pu le réaliser. Notamment, le film était lié à un réalisateur anglais qui était vraiment à ses débuts, et qui s'appelle Michael Reeves, qui était sur le tournage, et pendant longtemps on a pensé, le réalisateur lui-même anglais du film étant totalement inconnu, que Reeves ou quelqu'un d'autre l'avait réalisé. Alors que là, il est prouvé, j'ai oublié le nom du réal maintenant, je vais vous dire, qui est très peu connu, mais qui l'a réellement réalisé, qui s'appelle Warren Kiefer. Et en parlant de Kiefer, justement, grâce à ce réalisateur qu'il connaissait, il y a Kiefer Sutherland dans son premier rôle dans ce film, dans un double rôle, et qui est tout à fait excellent dès ses débuts, quoi. Et ça, c'est un super film aussi. Ensuite... ça c'est pas italien. Voilà, il y a celui-là alors là, le film n'est pas très bon, mais ça a la particularité d'être le film gothique italien le plus rare de tous, puisqu'il n'est quasiment jamais sorti et on ne l'avait jamais vu, ni en France ni où que ce soit. Ça s'appelle Challenge of the Devil, ça c'est le titre anglais. Ça s'appelle Catharsis. C'est une espèce c'est le seul film aussi du réalisateur, qui est un type qui avait l'air assez barré et totalement inconnu, et qui a rien fait d'autre par la suite, qui mélange... En fait, le type a voulu faire un film gothique assez complexe, mais avec peu de moyens et assez peu de talent finalement. Les producteurs ont rajouté une intro, une conclusion qui fait assez peu de lien avec le reste du film, qui est une histoire d'espionnage. Enfin, c'est totalement... C'est assez tordu, mais il y a quelques belles images, mais ça a surtout la particularité de enfin pouvoir le voir dans une super copie en plus, alors que c'était réellement un film quasiment perdu, quoi. Ouais. Après, on passe au film allemand. Alors ça, c'est pas un grand film, mais bon, c'est un Sherlock Holmes dans lequel Lee joue Sherlock Holmes, et qui est réalisé par Terence Fisher quand même. Oui. Et voilà, qui s'appelle Sherlock Holmes et le collier de la mort, et qu'on a finalement très peu vu en France aussi. La VHS n'était pas terrible.
C'était un film plus ou moins en domaine public, les DVD américains étaient pourris aussi. Et là, le tiré du négatif, c'est un superbe noir et blanc. Voilà, c'est pas un grand Holmes, mais c'est un film sympa quand même. Hein, oui. Et puis voilà. Ça c'est beaucoup mieux. Ça s'appelle, on l'a bien connu en France, mais pareil dans des copies absolument infâmes, aussi bien au cinéma qu'en VHS. C'est Le Vampire et le sang des vierges de Harald Reine, qui est un film totalement gothique aussi, avec des superbes couleurs. Il y a une affiche. Alors je sais pas si on peut voir le nom de Christopher Lee comme et mal orthographié, ouais. Mal orthographié. Comme derrière là sur La Crypte du Vampire, l'affiche. Il est différemment, mais mal orthographié aussi. Mais bon, maintenant tout le monde sait écrire depuis Christopher Lee. Voilà, Le Vampire et le sang des vierges, c'est très très bien aussi. La copie est absolument démente. Et c'est assez particulier parce que c'est un peu quand même le Harald Reine. Ils ont fait des Winnetou, ils ont fait des adaptations d'Edgar Wallace. Le rôle principal, c'est sa femme à la ville, qui est Karine Dor, qui jouait dans tous ces films-là aussi. C'est un des rares films allemands gothiques qui fait quand même très à l'italienne aussi, quoi. Et c'est très très bien. Et alors ça a l'air de bloquer en France, mais il était question que ça sorte. Bientôt chez Exasio Film. Non, je ne crois pas. Non. Voilà, j'ai du taf là, moi. Et alors ensuite, pour finir ou presque... Pour finir ou presque, dans ce coffret où il y avait... Enfin, déjà avec ce qu'on a cité, c'est déjà suffisamment intéressant, je trouve, pour l'acquérir. Mais là, c'est encore mieux. C'est une série polonaise, série télé du début des années 70, qui s'appelle donc Théâtre Macabre, où il y a 26 épisodes, 24 ou 26, d'une vingtaine de minutes, qui sont tournés en 35, en couleur, présentés par Christopher Lee. Il ne joue pas dedans, mais il présente chaque épisode. Et qui sont adaptés d'œuvres de Stevenson, d'Oscar Wilde, d'Edgar Poe, etc. Il n'y a pas que du fantastique, mais que du plus ou moins bizarre. Et même certains épisodes sont réalisés par des réalisateurs très connus maintenant, comme Vajda ou Zulawski. Voilà, donc c'est encore un truc qu'on n'a jamais vu en France, dont j'avais jamais entendu parler. Et qui était passé à la télé américaine à l'époque, mais qui n'était jamais repassé nulle part ailleurs, quoi. Donc c'est sympa à découvrir. Et en anglais, c'est doublé en anglais. Parce qu'en fait, ça a dû être tourné en polonais. Et c'est quand les Américains l'ont acheté, ils ont fait rajouter les intros de Christopher Lee, ils ont fait changer la musique, et ils ont fait redoubler et rajouter des dialogues en anglais. Donc là, c'est en anglais, ce titre anglais. Et il y a donc en plus, il y a un livret de 80 pages qui est super sympa, avec plein de photos et expliquant toute la carrière européenne fantastique de Christopher Lee. Et pour finir, il y a encore un disque de bonus avec des tas de documents rares sur Christopher Lee. Donc il y a... et avec des tas de documents rares, il y a une courte émission de la télé suisse où on voit des scènes en noir et blanc, de courtes scènes de tournage de La Gorgone et de L'Empreinte de Frankenstein, de la Hammer. Il y a une interview de la télé belge d'1 heure super intéressante en français de Christopher Lee qui raconte des tas d'anecdotes sur sa vie, sa carrière, etc. Qui a été faite à l'époque de L'Homme au pistolet d'or, je crois, enfin de cette époque-là, ouais. Et puis plein d'autres petites choses. Il y a aussi une interview de Christopher Lee sur Boris Karloff. Enfin, que des documents télé, vidéo, que j'en avais jamais vu aucun, moi, personnellement, et qui complètent ce coffret est absolument indispensable. Il y a même une intervention de Christopher Lee en français, je crois. Eh bien oui, je disais, l'interview de la télé belge, il parle couramment et totalement et très bien en français. Très bien. Messieurs, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci aux techniciens, à la technicienne. Arrête de me caresser, Christophe, s'il te plaît. L'émission n'est pas encore finie. Merci et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Ciao. 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 Au revoir.